Alors, maintenant, donc on peut, une fois qu'on a fait toutes ces introductions très longues, on va rentrer dans le vif du sujet, le message. Le message est clair, donc on avait vu la semaine dernière. Tous ces gens-là, toute cette épaisseur de maîtres, vont dire trois choses. Amamrouch Shoshadvarim, ils ont dit trois choses. Et vous, Metodim Badim, soyez circonspects dans vos jugements. C'est-à-dire, Matoun en hébreu indique l'idée de attente. Ne te précipite pas à répondre à une question d'Alacha. Deuxième point, Ve'amidut Talmidim Arbe, ériger de nombreux élèves. Ve'amidut Le'amid, c'est faire tenir debout. Faites tenir debout des nombreux élèves. Ve'asousseyeg la Torah et faites des barrières pour la Torah. Premier des points qu'on avait remarqué, c'est qu'il y a une centralité de ce qui s'appelle la Torah ici. Il y a un message à transmettre, et tout gravite autour, ça veut dire. Et vous metoudim badin, quand tu donnes un jugement, tu réponds une halacha, sois circonspect, ne sois pas comme une sorte de robot à répondre, permis, interdit, prends le temps de répondre. Donc ça c'est le domaine de la halacha, de la façon dont on se conduit. Deuxième point, et énormément, beaucoup d'élèves. Donc on est dans le monde encore une fois de l'étude de la Torah. Troisième point, mettez des barrières à la Torah. Donc en fin de compte, il y a un point central dans les trois enseignements, c'est soyez, prenez conscience de la centralité de la Torah dans votre vie. Et ça, c'est un point absolument essentiel à attraper. Et très souvent, dans la pratique des mitzvot, on peut des fois oublier la centralité de l'étude de la Torah. Donc c'est le premier point bien à comprendre. Il y a, et ça c'est l'âme même du peuple juif. L'étude de la Torah, aussi bien masculine que féminine, les femmes ne sont pas du tout, écartées de l'étude de la Torah. Bien au contraire, elles sont un point névralgique, le point névralgique de l'étude de la Torah, et donc il faut toujours baser sa vie sur une étude. Et c'est quoi l'étude de la Torah? C'est la faculté permanente de se remettre en question, la faculté permanente d'observer un texte, de voir dans quelle mesure le texte a un écho par rapport à moi, et d'être capable d'opérer une révolution par rapport à ce que je croyais savoir, enfin ce que je savais, les préjugés que j'avais sur la vie, et ce que je vais découvrir maintenant. Et c'est quelque chose qu'on fait sans limite d'âge. Les grands maîtres, les xolim, ce qu'on appelle, sont des personnes qui avaient un regard. Ils ont un point commun tous. Vous voyez tous les photos des rabbinim, essayez d'observer un peu les photos des rabbinim, quel que soit le bord, ils ont tous des yeux brillants, pétillants comme un gamin de 4-5 ans qui découvre la vie. Et ça, ils ont ça à 90 ans. Moi, j'avais vu une fois Rav Shah, j'ai vu une fois Rav Steinman, plusieurs fois. Ils ont des yeux, on dirait des bambins. Pardon? Ça brille, mais on dirait des bambins, comme des petits enfants qui brillent. Vous promettez un petit chewing-gum à un enfant, il a les yeux qui brillent, eux, ils ont les mêmes yeux, c'est bizarre, mais c'est quoi ces yeux-là? D'où ils ont sorti ça? Parce qu'en fait, c'est des gens qui sont toujours émerveillés. Parce qu'il y a une telle richesse dans le texte qu'ils découvrent toujours des choses. C'est incroyable. T'as jamais fini dans une matière, alors ça peut être déprimant. En général, quand on fait des matières, des UV, j'ai fini, je connais ma matière, j'ai eu 18, c'est bon, non. Là, c'est jamais fini. Alors au début, ça peut être beaucoup déprimé, je dis, mais c'est pas possible, c'est infini. Après, tu te rends compte, finalement, ça te donne une pulsion, c'est comme une cure de jouvence, tu es en permanence en train de redécouvrir les choses, et donc ça te donne une nouveauté permanente. Ça, c'est l'enjeu essentiel de l'étude de la Torah, porter un regard en permanence vierge sur les choses. Là, mon maître me disait que, il y a un verset qui dit que Bani Matem Hashem Elokechem, vous êtes des enfants d'Hachem. On parlait du peuple juif, on est les enfants d'Hachem. Il disait, ça veut dire qu'on est les enfants d'Hachem. Toute l'humanité est les enfants d'Hachem, on est tous les fils de Dieu, tous, tout le monde, toute l'humanité, pourquoi nous? Il dit parce que Bani, il dit, un enfant, il dit, tu donnes un ballon, et le jettes en l'air, le ballon retombe, il est émerveillé, il est mort de rire l'enfant. Tu jettes et ça retombe, il est mort de rire. Bon, nous on fait ça une fois, imaginons qu'on fasse un truc qui est incroyable, soit l'élastique, tu fais une fois, t'es impressionné, bon après t'as compris. Mais l'enfant, tu reprends le même ballon, tu le lèves, il retombe, il est mort de rire, il s'arrête pas. Vous savez qu'il a oublié ce qui s'est passé, mais ça on a compris, c'est la pesanteur, c'est simple, c'est tout simple, Tout corps ou système de corps en mouvement, toutes les relations de la dynamique, c'est facile ça. Ah non, mais l'enfant est toujours émerveillé. C'est ça en fait ce que veut dire le verset. Le peuple juif a une vocation d'être en permanence émerveillé par rapport au monde qui semble tellement morose, tellement répétitif. Ça, c'est l'enjeu essentiel d'un juif. Donc ça, c'est le point. Et il n'y a de regard renouveau qu'à partir du moment où tu aiguises ton regard. Et on aiguise le regard par le biais de l'étude de la Torah. C'est le premier point au niveau du point commun. Deuxième chose,
on a dit qu'il faut être capable d'être matoun. Matoun, ça va prendre du temps. C'est-à-dire, on n'est pas des robots. Il faut éviter. Au début, donc, le premier contact avec la halakha, c'est un contact qui s'appelle il faut obéir, il faut faire comme Hachem nous a demandé de faire. Donc il y a une notion de code Rousseau, code de la route, il faut respecter le code de la route, c'est une chose. Mais après, il faut être capable de, dans ce respect, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se trame derrière ça. Où se trouve l'homme par rapport à ça. Et il y a très souvent donc des dangers, lorsqu'on oublie que derrière le respect de la halakha se cache aussi l'épanouissement psychique d'un individu. Alors vous allez me dire, mais quel est le rapport entre l'épanouissement psychique et la façon de mettre mon sachet de thé dans un troisième cos par rapport à Shabbat au niveau du bichou? C'est-à-dire, quel lien? Alors, le lien n'est pas évident, mais tout à faut comprendre que derrière le respect de la halakha se cache une construction d'un individu. Donc on dit à un dayan à qui on pose la question, tu dois répondre à la halakha, mais tu dois aussi être capable de prendre en compte le contexte de la personne. Et ça demande beaucoup de jeu, beaucoup d'intelligence, et ne pas être trop rapide dans la réponse à une question. Il faut toujours prendre en compte tout un contexte, et ça c'est important. Donc, et vous m'utilisez, ça veut dire, il y a ce qu'on appelle la halakha, et il y a ce qu'on appelle, comment dire, la prise en compte du contexte qui permet, des fois, de trouver, non pas des brèches à la halakha, mais certains éléments de souplesse qui permettent d'adapter en fonction des personnes. Je vous donne un exemple. Il y avait un bonhomme qui un jour a eu un bonhomme qui a beaucoup étudié la Torah, qui a eu d'un coup 2 propositions. La première des propositions était la suivante, devenir Rav à Yerushalayim. Donc répondre à toutes les questions des gens qui viennent, voilà, j'ai telle question, j'ai trempé ma cuillère lait dans une truc viande, qu'est-ce que je fais par rapport à ça, des trucs classiques. Première proposition. Deuxième proposition, on a proposé de devenir Rav à Moscou. Moscou, il y a 15 ans, c'était une judaïsme qui était en train de, même pas de se relever, de se lever tout court, il n'y avait rien. Donc le bonhomme, il allait arriver dans un monde un monde totalement vide de Torah, et donc il devait implémenter la Torah. Donc il ne savait pas quoi faire. 2 choix, donc deux décisions différentes. Il était demandé à la Sheila à Rav Shmuel Auerbach, un des Gdolim actuels, qui a donné la réponse suivante très intéressante. Il a dit, regarde, si tu restes à Yerushalayim, tu vas avoir des questions de gens orthodoxes, et tu auras des réponses pour des gens orthodoxes. Il n'y a pas un énorme intérêt au niveau de ce qui s'appelle la démarche intellectuelle. Et plus que ça, d'explorer un petit peu toute la richesse de la halakha. Si tu vas à Moscou, tu es obligé de répondre à des questions et tu vas utiliser des pirouettes et ce qu'on appelle des bédiévets. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle les khatrila dans la halakha, ce qu'on doit faire a priori, et ce qu'on tolère bédiévets. Mais dans certains endroits, tu es obligé d'utiliser que des bédiévets, c'est-à-dire des solutions de rechange, des plans B. Tu vas passer ta vie dans des plans B, et ça c'est une richesse absolument incroyable. Alors, je ne sais pas ce qu'il a choisi, le bonhomme, mais ça l'idée, ça veut dire qu'en fonction de l'endroit dans lequel tu te trouves, il faut être capable de comprendre que la halakha c'est une dynamique. Et tant qu'on reste bien sûr dans ce qui nous a été défini par le Shulchan Arour, évidemment. Je ne suis pas en train de faire l'apologie ici d'une quelconque déviance, Chas v'Shalom. Mais il y a une souplesse assez incroyable qui va dépendre de la personne qui est en face de nous. Et donc, par rapport à 2 questions similaires, on peut avoir 2 réponses totalement opposées en fonction de la personne. Ça, c'est donc le principe de la souplesse. Deuxième point, on a vu que le texte nous dit, alors, et vous me dit mon premier point. Deuxième enseignement, Ve'emidou talmidi marbe. On a dit Emidou talmidi marbe, ça veut dire, la Hamida, c'est se tenir debout. Vous dites, fais tenir debout beaucoup d'élèves. Il y a 2 compréhensions de se faire tenir debout. La première, on t'a pas dit d'être mélamède, c'est intéressant, on t'a pas dit enseigne à plusieurs élèves, avoir plein d'élèves. C'est plus qu'un enseignement, c'est la hamid, c'est le faire se tenir debout. C'est un point assez essentiel dans l'éducation. Donc je fais une petite parenthèse par rapport à l'éducation. Très souvent, les parents se méprennent à croire que l'éducation s'arrête une fois qu'un enfant, après maintes semonces, on a réussi à lui faire sa chambre. On a réussi à lui obliger à faire ses devoirs une fois qu'il rentre à la maison. Ça veut dire que des parents classiques ont à peu près une dizaine de points à vérifier quand ils rentrent de la maison après l'école. Tu fais tes devoirs, tu t'es brossé les dents, tu as mis ton cartable à sa place, tu as mis ton adresse à sa place, tu arrêtes d'embêter ta sœur. On a comme ça donc plein de points qu'on essaie de vérifier pour voir si les enfants, entre guillemets, font ce qu'ils ont à faire. Et très souvent, lorsqu'on a réussi à mettre en place une obéissance de l'enfant,
on a l'impression que bah, c'est bon, j'ai fait mon rôle d'éducateur. J'aurais pu finalement être un père et une mère totalement laxistes. Bah, les enfants, ils arrivent, ils font ce qu'ils veulent, ils traînent un peu partout. On pourrait imaginer des scénarios de parents totalement, comment dire, sauvages comme ça. Donc en fait, on arrive dans la maison, il y a des cartables de partout. Ça peut exister comme ça. Mais bon, en général, les parents prennent en main les enfants. Et donc tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Et pourtant, on voit que dans plein de points, on a toujours besoin, jusqu'à des âges très tardifs, quoi. Voilà, on a très souvent besoin de répéter les choses sans arrêt. T'es brossé les dents, des trucs, t'as assis, t'as rangé ta chambre, ouais. Ça se passe comme si l'enfant n'acquiert pas les choses. Alors, le point est le suivant, c'est que systématiquement, explique Ravikowson, lorsque on oblige un enfant, parce qu'on est obligé de passer par l'obligation, si un enfant est naturellement ordonné, c'est génial, mais très souvent les enfants ne sont pas très ordonnés, et donc ranger sa chambre, c'est saoulant pour tous les enfants du monde. Et donc les parents sont obligés d'obliger. Maintenant, comment tu obliges? Soit tu promets des punitions, soit tu promets des récompenses, il y a plein de techniques pour les parents. Maintenant, ce qu'on ne sait pas, c'est que lorsqu'on a un petit peu boosté un enfant, obligé un enfant, de cette façon, on lui a donné un goût amer de la chose. Parce qu'il n'y a aucune personne au monde qui aime être boostée, d'être obligée. Aucune personne au monde, si on arrive dans un endroit et dit toi tu fais ça, personne ne supporte être obligé. Donc dès que moi j'ai envie d'inculquer à un enfant la valeur qui s'appelle ranger sa chambre, et je passe par un chemin qui s'appelle l'obliger ou bien essayer de lui vendre l'affaire, d'une certaine façon je m'oppose à sa nature première, enfin son réflexe premier qui s'appelle je vois comme commande. Et c'est normal, et Hachem nous a mis comme ça cette puissance en nous, de ne pas se laisser commander, parce que sans quoi on serait des véritables algues. On serait comme des algues, quoi. On serait un peu partout comme ça, répandus dans l'océan. C'est pas ça. On a une puissance de dire non, et cette puissance est essentielle. Maintenant, première phase que les parents doivent mettre en place, c'est la faculté d'obliger. C'est un passage obligé. En revanche, ce passage obligé, il doit tout de suite être gommé ou réparé par le travail que les parents, et que les parents ne font jamais en général, deuxième étape du travail, c'est-à-dire, une fois que l'enfant n'adhère pas forcément à la valeur, mais fait ce qu'on lui dit de faire, être capable de rendre conscient l'enfant du plaisir que c'est d'être dans une chambre rangée. Tant qu'on ne rend pas conscient le plaisir que l'enfant peut avoir de l'acquisition d'une valeur, on n'a pas commencé à éduquer. Je répète, 2 phases. On est obligé d'obliger, ouais. Il n'y a aucun enfant au monde qui aime partager cette trottinette, ça n'existe pas. Si vous en voyez un, c'est qu'apparemment il a un concept de lui extrêmement atrophié. Enfin, je parle des enfants très... Un enfant naturellement à l'âge de 3-4 ans, il rentre dans un GAN, il y a une trottinette, il y a 25 enfants, elle n'est que pour lui. Les autres n'existent pas, c'est normal. Ou 2 trottinettes, elles sont les 2 pour lui, et c'est normal, elle nous a créé comme ça d'un égoïsme incroyable. Apprendre à partager, on ne peut pas espérer ça on peut pas espérer éduquer un enfant à partir de pas avant 8 ans. On peut l'habituer à singer, à Vatisraël, tout ce qu'on veut à 4-5 ans, c'est vrai, mais lui faire prendre conscience de l'importance du partage et plus que ça, du plaisir du partage. Ouais. Du plaisir que finalement, quand tu as une glace dans les mains, ouais, et que tu kiffes la glace, la partager en 2, mais c'est une amputation. C'est une amputation, vous avez un bon cornet comme ça, mais chez tout le monde, hein, chez les adultes. Qu'est-ce qui fait qu'on est capable plus que des enfants de partager? Vous savez pourquoi? Parce que c'est vrai que c'est une amputation de partager sa glace ou de la donner, carrément. Ça, c'est carrément le suicide de donner sa glace. Ouais. Plein été, vous avez un bon cornet comme ça, avec du chocolat qui dégouline. Et d'un coup, un enfant fait une crise, vous devez donner le cornet. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'on ne fait pas une dépression nerveuse sur le champ? Alors, première des réponses, c'est parce que sinon on fait la dépression nerveuse en écoutant l'enfant. Mais ça, c'est une... Mais la vraie réponse est la suivante. C'est que on se nourrit, et c'est vrai, c'est un délice, le plaisir du goût, mais un délice infiniment plus grand de voir un enfant heureux. C'est un vrai délice. Mais un délice qui concurrence de façon majeure le délice de la glace. Donc dans la vie, il y a plein de délices, mais le délice de la glace, c'est un délice objectif, mais qui est moins fort que la jouissance de voir le bien que je fais à l'autre. Et c'est pour ça qu'en général, des adultes... Maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'adultes qui sont des vrais enfants. J'ai vu. Ouais, qui n'ont pas réussi à grandir, mais fondamentalement partager une bonne bouchée de chocolat qu'on aimerait tellement se réserver à soi seul, la partager en 2, on perd une moitié du délice, mais on gagne un délice infiniment plus fort. Et donc, l'éducation aux valeurs, et donc à la spiritualité, parce que nous on est dans un monde de recherche de spiritualité, est faite comme il faut à partir du moment, explique Ravikowson, où tu te rends compte que dans la vie, c'est pas un choix entre Olam Hazé et Olam Haba. C'est les chrétiens qui font comme ça. C'est le choix entre 2 Olam Hazé.
C'est un choix entre deux Olam Hazé. T'as un Olam Hazé qui s'appelle le délice, de garder que pour toi la bouchée de chocolat. Et t'as un Olam Hazé qui s'appelle je m'ampute de ce délice à moitié ou à 100%, mais j'ai un délice infiniment plus fort de me dire mais j'ai fait plaisir à quelqu'un. Il y avait un jour à la un truc incroyable. Ils avaient dans leur quartier une famille qui était arrivée dans une des enfants était trisomique. Et donc il s'était mis de façon globale au niveau du quartier à organiser une tournante de façon à ce que régulièrement des enfants s'occupent de la fille qui était un petit peu donc un peu laissée pour compte parce que bon la pauvre elle n'arrivait pas donc il fallait lui donner une occupation sociale. Alors il avait obligé l'organisation de sa fille à aller s'occuper de cet enfant trisomique. Et au début, donc la fille avait rechigné, ah non mais c'est lourd, moi j'ai mes copines, je devais jouer à la marelle ou je sais pas quoi. Bref, elle avait tout son plan. Donc son père a un peu forcé, et il a eu l'intelligence son père après avoir forcé sa fille, donc elle a passé 1 heure comme ça avec à s'occuper de la fille, ou 1/2 heure. Après coup, le Rav a eu l'intelligence incroyable la suivante. Il a dit la chose suivante, il a interrogé sa fille, il dit raconte-moi comment ça s'est passé. Il s'est intéressé. Qu'est-ce que tu as fait avec elle, comment tu as parlé avec elle, raconte-moi. Et petit à petit, il a essayé de rendre conscient sa fille du plaisir enfoui, dont elle s'est même pas rendu compte forcément, qui était un petit peu enfoui. Il fallait juste une sorte de, d'aller à la pêche aux informations et faire rendre conscient à l'enfant à quel point, mais c'est grandiose ce qu'elle a fait. Le père a félicité sa fille, il lui a dit mais regarde comment c'est. Et plus le père rendait consciente l'enfant du plaisir qu'elle a en fin de compte de faire ça, plus petit à petit l'enfant a commencé de lui-même, donc sa fille, à réclamer de faire plus de temps avec l'enfant handicapé. Ça veut dire, quand tu rends conscient l'enfant du plaisir que la chose a, alors d'un coup tu te rends compte que c'est plaisir pour plaisir, mais un plaisir infiniment plus fort que de jouer avec les copines. Je dis pas que c'est pas un plaisir de jouer avec les copines, mais finalement, je suis en train de créer un monde ici, je suis en train de faire accoucher un enfant qui est handicapé, mais je m'en occupe de lui, et je me sens grande. Mais me sentir grande, c'est un sentiment infiniment plus jouissif que de jouer à la marelle. Bien que c'est très sympathique de jouer avec des copines et de raconter des blagues ou je ne sais quoi. Mais quand tu te sens grand, mais alors, là tu touches à toi-même, c'est un peu plus génial. C'est ça en fait le génie. Donc le texte dit ici, Ve'amidut Tamidarbe, c'est pas simplement que tu enseignes une matière à des élèves. Tu dois le faire tenir debout. Comment il tient debout lorsque lui-même t'a donné un goût tellement incroyable que lui-même a un goût tellement incroyable qu'il fait que t'as même plus besoin de t'occuper de lui. Quand un enfant a goûté à la valeur dans laquelle que je veux lui inculquer, t'as plus besoin de l'éduquer. Parce que quand on touche au kiff, alors c'est une maladie, on n'arrive plus à s'en sortir. Ouais. Le kiff d'une valeur, c'est le kiff ultime qui existe. Eh ben, c'est en fait ça le génie de l'éducation, de la pédagogie, c'est être capable de donner à l'enfant, à la personne, à l'élève, le goût de la chose. Une fois qu'il a le goût, après il peut s'arrêter, c'est fini. C'est un mécanisme qui n'a plus de fin. Et c'est ça le principe des valeurs. Donc il dit toujours à la personne, il ne faut jamais enseigner aux personnes dans la vie, tu sais quoi, tu as le choix. Soit, comment dire, tu vas kiffer un bon moment, tu vas à l'extérieur de la Torah, ouais. Mais ça, je sais pas ce qui va t'arriver au Gehinnom, tu vas brûler comme ça possible. Soit, tu vis une vie rangée, réglée, ouais, qui est insipide, qui a pas de goût, mais au moins, tu seras tranquille quand tu arriveras là-bas. Il dit, c'est une catastrophe de présenter les choses de cette façon. C'est une catastrophe. Pourquoi ? Parce que on peut pas dans la vie, comment dire, attendre un examen qui aura lieu dans 120 ans. Vous imaginez si on rentrait dans les systèmes scolaires, tu rentres en CP, on t'attend au tournant en terminale. Il n'y a pas d'examen, il n'y a jamais d'interro, rien du tout. Donc tu rentres en CP, et puis tu passes, passage de classe, tout le monde passe, comme Jacques Martin. Tout le monde a réussi, tout le monde est désolé. Et tu sais quoi, mais il y aura un examen final au bout de 10 ans, mais c'est pas possible. S'il n'y a pas en permanence des trucs pour t'évaluer, mais tu meurs. C'est pareil, c'est pas possible que tu pourrais nous mettre dans un monde dans lequel, tu sais quoi, bah tu verras. Tu verras si t'as gagné ou pas. Ouais, galère bien ici, ouais, te laisse pas entraîner, et, comment dire, bah tu verras bien, c'est pas possible. On a d'ores et déjà, dès à présent, un tel kiff dans l'investissement spirituel que le kiff matériel qui existe, qui est pas rien, ne vaut pas le poids. Ouais, ça ne vaut pas le poids. Vous devez, aborder vos études dans un séminaire, en se disant, bon, c'est pas, je fais ça pour être une bonne fille, une bonne bâtisse Israël, parce que de toute façon, à la fac, c'est Guéhinom. Non, c'est faux, c'est pas ça. C'est parce que ici, c'est un tel Gan Eden, que tout ce que je pourrais drainer à la fac, c'est quelque chose qui serait beaucoup moins constructif pour moi.
Il faut avoir cet esprit essentiel. Ça veut dire que c'est Olamazé contre Olamazé. Mon Olamazé ici est infiniment plus jouissif que tout ce que je pourrais avoir ailleurs. Donc, comment dire, on ne se